Sud Radio 10h midi, débat. Les débats avec vous sur Sud Radio. On est ensemble pour commenter l'actualité avec Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de Via La Voix du Peuple. Bonjour. Jean-Claude Beau. Il fait beau derrière. C'est un faux fond. Oui, j'ai fait ça parce qu'il fait tellement beau en région parisienne. Puis je voulais être sympa avec Jean-Claude Beaujour pour lui rappeler un peu ses îles. Donc voilà, c'est sympa. Voilà, c'est très joli. C'est palmier pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Pardon ? C'est de la provocation à l'antenne, hein, vous êtes témoin. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube. Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique. Bonjour à vous, Alexis Bachelet. Bonjour, Alexis, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu. Maire adjoint à Colombes. Ancien député PS, oui, vous étiez un peu occupé. Il y a eu des élections, c'est ça non ? C'est ça qui vous a occupé ? Aussi. Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Pas mal de sujets, la droite, la primaire ouverte, est-ce que c'est une machine à perdre ? Le bac, les résultats du bac sont en train de tomber avec quand même beaucoup de questions et des polémiques. Et est-ce que le bac tel qu'on l'a connu est mort, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même eu un certain nombre de dysfonctionnements avec le contrôle continu. Et puis, faut-il relancer la réforme des retraites avant la fin du quinquennat ? Ça fait 3 jours qu'on se une semaine qu'on se traîne ce sujet et qu'on n'arrive pas à le traiter parce que voilà, on parle de beaucoup de choses. Commençons avec notre tour de table aux uns et aux autres. Sophie, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule parce que j'ai découvert là récemment que le savoir-vivre était un marqueur social. Les bras m'en sont tombés parce qu'effectivement, être bien élevé, dire bonjour monsieur, etc., bonjour madame, c'est un marqueur social. Alors c'est assez grave parce que c'est un moment où on nous bassine avec le savoir-être, avec le vivre ensemble, on invente des nouveaux termes, il y a une dégradation simultanée des comportements. Et ce simple savoir-vivre, c'est quelque chose qui disparaît à l'école, qui disparaît un peu malheureusement de l'éducation. Nous, parents, on doit se poser des questions parce qu'il faut être très exigeant pour avoir un peu, il faut exiger beaucoup. Et c'est aussi important parce qu'en tant que chef d'entreprise, on voit au mouvement éthique que finalement, c'est encore quelque chose qui échoue comme mission à l'entreprise et qu'on est obligé, je dis bien obligé, d'inculquer des rudiments, de rappeler des rudiments de savoir-vivre à nos salariés, que ce soit pour l'orthographe, pour effectivement le bonjour monsieur, bonjour madame. Allô, bonjour ? Se faire engueuler au téléphone quand on demande un renseignement, l'accueil lui-même en découle, et si l'accueil en découle, le commercial en découle, et si le commercial en découle, c'est même les chiffres d'affaires des boîtes qui en dépendent. Donc ce savoir-vivre, marqueur social, il serait temps de revenir dessus, d'essayer de voir ce qu'on peut faire, de le réinculquer à l'école, sachant que les professeurs sur ce plan ne sont pas au niveau du tout. Et on a vraiment une prise de conscience à faire, et ça on peut le demander à personne. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question d'État, c'est pas une question de parti politique, c'est nous qui sommes en jeu. La disparition du savoir-vivre est terrible, et le fait de dire que c'est un marqueur social, ça va encore dans cette espèce de tendance laissée aller. Parce que c'est de tout milieu sociaux confondus. Bien sûr. Est-ce que c'est old fashion le savoir-vivre ? Est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui ? Ben voilà, vous voyez, votre question, elle est insupportable, Valérie. Non, ne serait-ce que de la poser, c'est embêtant. Bien sûr que ça a du sens. Jean-Claude ? Oui, moi je pense que plus que jamais, au risque de jouer les vieux ringards, je pense que le savoir-vivre a toute sa place. Et en réalité, doit être reconçu dans quelque chose de plus global. C'est le que voulons-nous être ensemble, que faisons-nous ensemble, où allons-nous ? Parce que contrairement à ce que l'on pense, alors on a souvent dit que le savoir-vivre, c'est un vieux machin de l'ordre bourgeois, parce que tout ça a été élitiste. Non, dans nos campagnes, les gens avaient envie d'avoir du savoir-vivre, même quand on était extrêmement modeste, on était attaché à la bonne éducation, un minimum d'éducation. Et on s'aperçoit qu'à force de tout rejeter, eh bien, il n'y a plus aucun sens à rien du tout. Et je rejoins Sophie de Menton quand elle dit, dans nos entreprises, mais c'est au quotidien. Moi, je suis désolé. Et c'est un élément, contrairement à ce qu'on pense. Ceux qui disent, oui, la liberté, il faut accepter les gens comme ils sont. Je dis, non, ça n'est pas ça. C'est plus dangereux parce que finalement,
beaucoup de jeunes se sentent marginalisés parce qu'il arrive à un moment où on a besoin de règles communes. Et ces règles communes, on en ressent l'exigence. Oui, le fait d'arriver dans une assemblée, de dire bonjour, au revoir, on peut ne pas être d'accord, on peut souffrir, on peut avoir des revendications, mais apprendre à se comporter, eh bien, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on a désappris. C'est aussi ce qui fait aujourd'hui qu'on gifle un élu, on attaque un maire, on attaque un pharmacien, un curé, on fait tout et n'importe quoi parce qu'il n'y a plus de règles. Eh bien non, je suis de ceux qui disent qu'il faut un minimum de règles dans une société. Oui, alors on a une auditrice qui nous dit ça s'appelle la politesse. Elle me dit bonjour Valérie, déjà il y a un bonjour. Ça change de pourriture de journaliste. Ça s'appelle effectivement la politesse, et même les enfants d'ouvriers, quand les parents font le job, et je crois que tout est dit, ils savent se comporter. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une question de classe sociale, c'est une question d'éducation, et on voit effectivement que ça se perd. Vous avez un commentaire, Patrick Mignon, Alexis Bachelet? Oui, tout à fait d'accord avec Sophie de Menton. On entend beaucoup parler de cette expression que je déteste personnellement parce qu'elle est horrible, c'est le vivre ensemble. Mais avant de vivre ensemble, il faut savoir vivre ensemble. Donc il y a effectivement ça. Je rappelle aussi que tous ceux qui ont des comportements comme ça, un peu agressifs, un peu manquants de savoir-vivre, sont ceux qui respectent grandement leur maître d'art martial qu'ils pratiquent, parce que dans ces enceintes-là, si vous ne respectez pas, ne serait-ce que le salut ou le tatami ou autre espace dédié, eh ben, vous ne faites pas partie du club et vous vous faites jeter grandement et rapidement par celui qui est chargé de faire cette éducation à l'art martial. Donc avant de savoir combattre, il faut d'abord savoir se tenir et savoir vivre, effectivement. Oui, Alexis Bachelet. Non, je voudrais juste dire que c'est pas tout à fait nouveau en fait. Non. Je vous invite à lire. Un peu. Je vous invite à lire les unes et les autres Norbert Elias, La société de cour, qui explique comment le savoir-vivre des aristocrates et de la bourgeoisie inspirait effectivement le peuple qui essayait de devenir à l'image de son élite, et tout ce que ça représente en termes de combat pour la civilisation, et comment est-ce qu'on essaye effectivement depuis des siècles de faire de l'homme un être moins barbare, plus poli, mieux éduqué. C'est un combat qui vient de loin, Valérie. Oui, donc c'est un combat permanent, vous voyez, parce qu'il suffit que ça saute une génération. Si vos parents vous apprennent pas, ou vos grands-parents, parce que parfois ça passe aussi par les grands-parents, s'ils vous apprennent pas les règles de base, dire bonjour, dire merci, au revoir, voilà, ça fait des générations où des gens moins bien élevés, moins mal éduqués. Je pense que d'ailleurs ça dépasse largement les clivages sociaux. Oui, c'est surtout aujourd'hui. Avant, c'était beaucoup plus marqué, parce qu'il y avait ce qu'on appelait l'étiquette, il y avait des règles qui étaient très connotées milieux sociaux. Maintenant, je pense que on peut être très mal élevé dans un milieu très aisé et très bien élevé dans un milieu modeste. Patrick Mignon, votre coup de gueule? Oui, j'ai un coup de gueule là aujourd'hui. C'est une info qui est certainement passée relativement inaperçue, qui concerne un avion que les Allemands ont choisi pour la surveillance sous-marine, qui s'appelle le P-8A Poséidon. C'est un avion qui est fabriqué par la société Boeing, sauf que les Allemands s'étaient engagés sur un avion franco-allemand, un projet qui était un peu plus long à mettre en œuvre, mais normalement ils auraient dû respecter. Donc mon coup de gueule, il est contre le couple, entre guillemets, gros guillemets, franco-allemand, qui est une vaste rigolade. Ce couple n'existe que dans la tête des politiques français. Il masque notre faiblesse et la domination par l'Allemagne, je vais être très méchant, celle du 4e Reich, parce que franchement, partout, il n'y a pas que ce Poséidon. Il y a, je vous rappelle, l'avion, le système de combat aérien futur, le SCAF, qui est, paraît-il, bien parti, mais dont on ne sait pas quand il va arriver, et je pense qu'ils le feront capoter. Il y a la prétention de l'Allemagne, au nom de l'Europe, mais comme c'est la puissance dominante en Europe, que la France partage son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. L'arrêt, la demande insistante qui a marché d'arrêt des centrales de Fessenheim, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'importer l'électricité allemande à prix d'or
et en même temps on importe leur pollution. Enfin bref, tout ça c'est de la soumission. Ce couple franco-allemand, faudrait arrêter. Les Allemands mentent à propos des délais. Annegret Kramp-Karrenbauer et Madame Merkel ont comme argument que ça n'était pas traité au bon niveau. C'est-à-dire que si la décision avait été prise par Madame Merkel, chancelière, ça aurait été l'avion qui était prévu entre les Français et les Allemands, mais c'est le ministère de la Défense allemand qui a pris la décision. De qui se moque-t-on? C'est comme si Madame Parly faisait quelque chose sans l'aval à la fois de Jean Castex et d'Emmanuel Macron. Donc franchement, on se fout du monde. Voilà. Pour la France, nous, on a acheté des fusils d'assaut allemands. Alors, on les a achetés parce qu'ils sont très bons. Donc, c'est la puissance industrielle de l'Allemagne. Donc, qui parle d'union? La France. La France est toujours pro-Union européenne. L'Allemagne n'a que des intérêts financiers en Europe. Je rappelle aussi il ne respecte pas ses engagements. Rien. Et puis, je rappelle le dernier épisode qui a concerné la présidence de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait eu une excellente idée. Qui était de promouvoir l'union méditerranéenne, c'est-à-dire l'union de tous les pays limitrophes de la Méditerranée. Ça incluait évidemment la Grèce, la Turquie, Israël, le Liban, enfin tous les pays du Maghreb, tout le monde. Mais l'Allemagne de Madame Merkel à l'époque a refusé et elle a dit non, il vaut mieux l'union pour la Méditerranée, ce qui fait qu'elle s'incluait dedans alors qu'elle n'a aucune frontière méditerranéenne. Eh bien, le résultat, c'est que cette union a complètement capoté et est devenue inefficace, alors qu'aujourd'hui, on en aurait bien besoin. Il faut s'arrêter. Merci. On se retrouve dans un tout petit instant. La suite de vos coups de cœur, vos coups de gueule. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui autour de la table Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, chef d'entreprise, Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique et Patrick Mignon, ancien commandant de bord, porte-parole de VIA, la voix du peuple. Alors Sophie de Menton, vous allez être contente parce que pour une fois, les auditeurs sont d'accord avec vous. Ça fait beaucoup réagir sur le savoir-vivre, sur peut-être les valeurs, sur voilà, et surtout l'éducation et la responsabilité des parents. Il y a pas mal de réactions. On vient d'apprendre que le généticien Axel Kahn était mort. Il avait annoncé lui-même qu'il avait un cancer très avancé. Il publiait régulièrement des nouvelles, des petites phrases. Et donc, ce matin, on a appris qu'il était mort. Je ne sais pas si vous voulez quelle tristesse, dire, donc président de la Ligue contre le cancer, généticien, ancien président de l'INSERM, un homme qui a marqué. Exceptionnel. Je dirais quel courage, parce que face à la maladie, il a su à la fois faire face, mais lancer, on a tous suivi ses billets, il a su lancer un grand message d'espoir, d'espérance, cette capacité, cette résilience. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant face à la mort, lorsque l'on sait que c'est l'épreuve psychologique la plus difficile, face à laquelle personne ne sait comment il ou elle réagira le moment venu. Et ça, c'était impressionnant. Oui. Et puis, il avait, surtout, c'était un honnête homme au sens du 17e, c'est-à-dire que il avait une tolérance, une ouverture d'esprit. Il s'était présenté aux élections dans le 7e, je me souviens, et j'avais même dit que c'est la première fois que j'avais voté à gauche. Et il avait adhéré au Parti socialiste après l'élection de François Mitterrand. Oui, mais si les socialistes étaient comme Axel Kahn, ce serait intéressant. Et c'était le frère, rappelons-le, de Jean-François Kahn. Les deux ont énormément de talent. Je trouve que la façon dont il est parti était d'une élégance incroyable. Et vraiment, c'est une grande tristesse. Il avait milité pour le droit de mourir dans la dignité. Est-ce que ça a été le cas pour lui? Alors, attention, le droit de mourir dans la dignité, ça veut dire clairement, disons-le, que vous pouvez avoir le droit d'être anesthésié ou d'accélérer un petit peu si vous avez endormi. Voilà. Et donc, reste à savoir, j'espère que s'il souffrait, ce fut le cas pour lui. Alexis Bachelet, vous le connaissiez ? Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois lorsque je l'étais à l'Assemblée nationale. Et puis aussi quand il était président de la Ligue nationale contre le cancer, qui était son dernier engagement finalement, parce que c'est la meilleure façon de le qualifier, c'est de dire que c'était un scientifique engagé dans la vie de la cité, à la fois évidemment comme professionnel, comme généticien, mais au-delà de ça, il avait de multiples engagements politiques, associatifs.
Et c'est quelqu'un qui, effectivement, était solaire, rayonnant, positif, très optimiste. Oui. Et voilà, c'était une belle personnalité. Et c'est vrai que je voulais, je ne savais pas que vous alliez en parler, Valérie, mais je voulais en parler aussi parce que dans la dernière période, il s'était engagé aussi sur la campagne vaccinatoire. Et puis dans la crise sanitaire, on l'avait souvent entendu aussi exprimer son point de vue forcément éclairé, puisque généticien, sur la pandémie et les moyens de la faire reculer. Oui, absolument. Il s'était prononcé également pour la PMA. On va reparler avec vous de la vaccination. Un mot, Patrick Mignon, qu'est-ce que ça évoque, Axel Kahn, ça évoque pour évidemment un grand scientifique engagé, mais ses engagements n'étaient pas les nôtres. Donc, si vous voulez, aussi bien sur la PMA, sur la fin de vie, nous ne le partageons pas. Nous pensons que les lois actuelles sont déjà, avec la sédation profonde, suffisantes, ainsi que la loi Leonetti, mais j'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui, déjà, je suis impressionné parce que ça atteint un niveau d'intelligence et de connaissance scientifique qui me fait mesurer la petitesse de notre cerveau, de nos réflexions à nous. Voilà, donc beaucoup de respect pour cet homme et j'apprends que je suivais pas ses billets, mais j'apprends que il avait fait des billets qui décrivaient l'évolution de sa maladie. Alors ça, c'est encore plus admirable à mon avis parce que, comme vous l'avez fort justement dit, on ne sait pas comment on réagit face à cette situation. Et bien malin qui pourrait faire le fier aujourd'hui. Donc un profond respect. Oui, quelqu'un a prononcé le mot de solaire, c'est exactement ça, c'est quelqu'un de solaire et dans son message, alors qu'il est en fin de vie, qu'il souffre, il continuait à propager, je sais pas, le mot est pas bon, en tout cas à diffuser un message d'espoir. Alexis Bachelet, c'est un coup de cœur qui évidemment ne va pas ravir un certain nombre de nos auditeurs, mais on vous écoute. Mon coup de cœur, c'était d'exprimer une forme de reconnaissance et de donner un coup de cœur aux personnes qui se sont déjà fait vacciner et qui continuent d'ailleurs, parce que je pense qu'il faut continuer et qu'il faut qu'on aille le plus loin possible dans la couverture vaccinale pour enrayer le retour de nouveaux variants. Et surtout nous éviter à toutes et tous des choses plus pénibles. Je vois pas comment on pourrait demander aux gens, notamment ceux qui se sont déjà fait vacciner, de se reconfiner parce qu'un certain nombre de nos concitoyens, et encore une fois, moi je suis pour le libre arbitre, mais à un moment donné, au-delà de la liberté individuelle et du libre arbitre, il y a aussi l'intérêt du collectif. Et la meilleure manière finalement d'enrayer cette pandémie qui dure depuis déjà fort longtemps et dont on n'est pas certain de voir le bout dans les mois qui viennent avec les nouveaux variants. Donc vraiment je préfère remercier les gens qui se sont fait vacciner que taper sur ceux qui l'ont pas encore fait. Voilà. Et je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y, quoi. Oui, mais il y a quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement, d'abord, oui, un coup de cœur pour ceux qui sont vaccinés, quoique franchement, c'est normal et c'est dans leur propre intérêt. Mais au-delà de ça, je trouve que l'argumentation de Luc Ferry hier était tout à fait intéressante parce que la vraie question, est-ce qu'on oblige ou est-ce qu'on n'oblige pas? Il disait une obligation va être très difficile. D'ailleurs, entre parenthèses, on se demande pourquoi, parce qu'il y a 11 vaccins obligatoires en France. Mais mettons qu'on ne puisse pas faire une obligation de ce vaccin. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de l'obliger pour obligation d'être vacciné pour aller au cinéma, voyager, obligation d'être vacciné pour voyager en train. On pourrait imaginer de faire effectivement une obligation de ce vaccin pour énormément de circonstances de vie en commun. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'après tout, on garde sa liberté. Bah oui, si on choisit de ne rien faire, on ne se fait pas vacciner. Mais je crois que c'est fondamental et il faut se poser la question. Je vous entendais tout à l'heure, Valérie, avoir une discussion avec le patron des DRH. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas l'imposer à nos salariés
directement, quoique on peut avoir une véritable incidence là-dessus, et on pourrait très bien imaginer de dire non, télétravail ou pas de réunion. Enfin, il y a une pression sociale qu'il faut exercer s'il n'y a pas d'interdiction. Alors, je voudrais juste une précision, parce que évidemment, ça suscite, on a consacré une grande partie de l'émission hier à ce sujet, les arguments qui sont toujours les mêmes sur vaccins en phase d'expérimentation. Renseignez-vous, je me suis un petit peu énervée, et je m'en excuse auprès de l'infirmier la semaine dernière sur cette histoire de vaccin expérimental avec 3 phases. On nous dit il est en 3 phases. Oui, il est en 3 phases, comme c'est souvent le cas pour beaucoup de médicaments, mais à partir du moment où il y a une autorisation de mise sur le marché, même si elle est temporaire, il y a eu tout ce qui était possible de tests qui a été fait dans la phase 1. La phase 2, c'est sur une plus grande proportion de la population, et la phase 3 sur une encore plus grande proportion. Donc arriver à dire il n'y a pas de phase 3, etc. Et puis quant à l'argument de dire on ne sait pas si ça ne va pas nous donner des maladies dans 4-5 ans, si vous écoutez ce que dit l'Institut Pasteur, c'est que les effets secondaires des vaccins interviennent dans les jours qui suivent. À terme, jamais personne n'a réussi à prouver que des vaccins avaient suscité des maladies. Donc je sais que je ne convaincrai personne. Néanmoins, certaines références nous font dire que certains arguments ne sont pas forcément valables. Pardon, Jean-Claude Beaujour, je vous ai interrompu. J'irai dans votre sens. Alors, je comprends les gens qui peuvent avoir peur, parce que la peur n'est pas quelque chose de rationnel. Les interrogations qu'on se pose, j'ai aussi entendu parler de problèmes de potentiel de fertilité. Il se trouve que ma fille, qui est une jeune femme, m'a dit qu'elle s'est renseignée, qu'il n'y avait aucun élément scientifique dans ce sens, et que ça serait plutôt le contraire. Donc, on ne pourra pas convaincre. En revanche, je pense que moi, l'une des questions à tous ceux qui me disent on ne sait jamais dans 5 ans, dans 10 ans. Ok, j'entends cet argument, j'entends cette remarque. Pour autant, je leur pose la question. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on dit à toutes ces personnes pour lesquelles le système médical s'est grippé? Je pense à ceux qui ont des opérations de programmer. Absolument. À qui on dit on va déprogrammer vos opérations parce qu'on doit donner la priorité aux patients Covid, qu'il n'y a pas suffisamment de place en service de réanimation. Toutes ces personnes qui ont des cancers, qui ont des pathologies lourdes, dont on retarde la prise en charge. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on attend de se dire que peut-être que dans 10 ans, on sera rassuré, et entre-temps, on fait quoi? Ou alors on se dit, à une situation grave, on prend aussi un risque, parce que la chimie, c'est toujours ça. Mon dernier point, je m'arrête là-dessus par rapport à la remarque, la remarque de Luc Ferry et de Sophie de Menton, c'est que le problème que nous avons, visiblement, nous sommes dans l'urgence. Nous n'avons pas le temps d'attendre que les gens réagissent à se faire vacciner parce que de ce que je comprends des médecins, nous devons prendre la décision quasiment tout de suite, c'est-à-dire au mois de juillet, si nous ne voulons pas être en septembre, octobre, est acculé à une décision dramatique. Parce que finalement, et je m'arrête là-dessus, c'est le gros problème de la gestion de cette crise. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens, même si on ne peut pas tout mettre sur le dos du gouvernement parce qu'il ne pouvait pas tout prévoir. Ce qu'on peut malgré tout reprocher, c'est que trop souvent, on a reculé une décision et en la prenant trop tardivement, les conséquences ont été dramatiques. C'est cela. Et je ne lui reproche pas parce que personne ne peut savoir et personne ne pouvait savoir. En revanche, on a trop à chaque fois reculé. Là, j'entends le réflexe politique qui consiste à se dire est-ce que les Français vont pas. Je pense que gouverner, c'est savoir parfois prendre une décision difficile. Absolument. Et là, c'est en ce moment que ça se joue, pas en septembre. Moi, je veux que mon pays recommence à fonctionner. Et il faudrait commencer par pouvoir l'imposer aux soignants, parce que ça, ce serait déjà quand même fondamental. Là, vous allez vous faire des amis, Sophie. On se retrouve dans un instant. Patrick Mignon, vous nous donnerez votre avis quand même sur le sujet, parce que je sais qu'il est différent de ce qu'on vient d'entendre. À tout de suite. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité. Alors nos coups de cœur, nos coups de gueule, enfin vos coups de cœur, vos coups de gueule prennent un petit peu de temps ces derniers temps, mais c'est très bien aussi de débattre sur des sujets qui n'étaient pas forcément prévus. Je voulais qu'on parle du bac, de la droite, mais là on est sur la vaccination. Alors Patrick Mignon, je crois que vous avez un avis qui diffère de celui de ceux qu'on vient d'entendre. Je vais être le vilain petit canard, je suis désolé.
Pas seulement moi d'ailleurs, tous ceux que je représente aussi dans le mouvement. J'entends diverses choses qui me choquent quand même. Quand j'entends que la contrainte c'est compliqué, mais que on pourrait interdire diverses activités, notamment le restaurant, le cinéma, le théâtre, enfin bref tous les plaisirs de la vie à ceux qui ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce que c'est que si ce n'est une contrainte? C'est une contrainte sournoise. Donc il faudrait un peu de clarté. Ça me rappelle de mauvaises périodes. Ça c'est le premier point. Deuxième point. J'entends une chose, c'est que vous dites, Valérie, que ce vaccin ou ces vaccins ont obtenu une autorisation temporaire d'utilisation, ATU. La fameuse ATU, elle est effectivement temporaire parce que si elle était permanente, les vaccins en question n'auraient plus cette ATU et du coup la responsabilité civile et pénale à la fois des laboratoires, mais aussi de ceux qui prescrivent, seraient engagés. Moi, j'aimerais bien que pour ce vaccin... C'est le processus normal d'un médicament, hein, quand il est mis sur le marché. Donc on est comme ils ont été mis... Oui. Mais on est toujours en phase 3, prévue jusqu'en fin 2022. Qu'on le veuille ou non, il y a une procédure, c'est curieux qu'on veuille l'accélérer. Alors je veux bien, il y a une urgence pandémique, mais bon, c'est curieux. Mais le vaccin a été testé pour être sûr qu'il n'est pas dangereux, ça c'est la phase 1. Après, il est testé sur plusieurs centaines de personnes en déterminant... C'est la dangerosité immédiate. Oui, la phase 3, c'est la tolérance. Et il y a des cas d'intolérance. Je suis désolé, mais si c'était si rapide, Valérie, réduisons la durée des phases 3. Non, parce qu'on ne peut pas la réduire, parce qu'il y a des protocoles sanitaires qui qu'on ne claque pas dans les doigts. On est bien d'accord. D'accord. Et c'est ce que dit d'ailleurs le professeur Christian Vélo, que j'ai déjà cité à l'antenne et qui est professeur de biologie moléculaire à l'université de Paris-Saclay à Orsay. Il dit très clairement qu'on commet une erreur gravissime en vaccinant des gens avec notamment les ARN messagers parce qu'ils ont une couverture du génome bien plus restreinte que les vaccins inactivés qui comportent la totalité du génome du virus. Il dit que c'est très dangereux quand on le fait en pleine période de pandémie active parce qu'on favorise la sélection des variants et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et il l'a très clairement décrit dans ses séquences. Donc il aurait fallu ne pas avoir de vaccin. Donc si je comprends bien. Non, mais attendez Sophie, je vous ai laissé parler. Oui. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Mais je rappelle que la médecine fonctionne sur deux jambes, la prévention et le traitement. Or, il y a un petit problème. C'est que quand vous avez un développement de vaccin, si vous avez un traitement, c'est une cause de ralentir la recherche sur le vaccin. S'il existe un traitement à une maladie, on ne cherche pas de vaccin. Et oui, mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche, Valérie. Je vous vois faire la moue, mais c'est malheureusement comme ça que ça marche. Je pense que la recherche, elle travaille dans tous les sens, et sur la prévention, et sur les solutions. Pas vraiment, parce que les fonds ne sont pas donnés. Alors, dernier mot pour Alexis et Jean-Claude. Je suis désolé, mais c'est pas les non-vaccinés qui sont responsables de la dissémination. Désolé, trouvez-moi les chiffres, prouvez-moi que ce sont les non-vaccinés. Les chiffres sont dans un ratio de, alors je les ai évidemment pas sous les yeux, mais si vous êtes vacciné, vous contaminerez, je vais vous dire n'importe quoi, effectivement, 3 personnes. Si vous n'êtes pas vacciné, c'est 26 personnes que vous contaminez. Ça me paraît très discutable, ces chiffres ont été validés par personne, donc moi je ne les ai pas. Si, alors que Monsieur Vélo que vous citez, Patrick Mignon, Monsieur Vélo que vous citez, il est tout seul à dire ce qu'il dit. Je suis navré. Il y a des gens qui ont eu raison contre tout le monde. Donc, moi, j'écoute toutes les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça serait de mettre vraiment le paquet sur la recherche d'abord de traitements, chère Sophie. Pour commencer, d'abord vraiment les traitements. Ensuite, moi, je suggère une chose, c'est que si le gouvernement et les laboratoires sont si sûrs qu'il n'y a aucun effet néfaste pour la population qu'on vaccine, qu'ils en acceptent la responsabilité civile et pénale, maître. Je suis désolé. Mais la question est, moi j'entends les vaccins, Big Pharma, le pognon, tout ça, mais enfin les traitements, ce sera aussi Big Pharma, ce sera aussi le pognon. Ah mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Je suis pas du tout en opposition à Big Pharma, ni en train de dénoncer un système capitalistique envahissant qui fait du fric sur le dos des malades. Absolument pas. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de savoir si c'est véritablement anodin ou pas. Est-ce que c'est véritablement efficace? Ça l'est pour une grande partie. Moi, je conçois et j'aimerais qu'on entende qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont des doutes et qu'on doit les respecter sans pour autant leur coller une étoile qui leur interdit l'accès au restaurant, au théâtre et au cinéma. Pas cette comparaison-là. Pas cette comparaison-là. On peut peut-être citer le point Godwin
et puis des comparaisons historiques un peu douteuses. On n'a jamais dit que c'était anodin de se faire vacciner. Personne. C'est un acte médical, c'est un acte scientifique, sauf que quand on se fait vacciner, on voit aussi que par rapport à d'autres vaccins, on se fait inoculer sans se poser toutes ces questions, hein, je le rappelle, parce qu'on se fait vacciner toute notre vie, hein, Patrick. Mais bien sûr, je ne suis pas du tout anti-vaccin. Non, mais attends, même après 40 ans... j'en ai eu des doses incroyables. Voilà, voilà, donc on est tous, voilà, ça ne nous a pas empêché de vieillir et de vivre à peu près en bonne santé, et même, quand même, en meilleure santé en étant vacciné. Bien évidemment. Et quand on voyage dans certains pays exotiques, tu as dû le faire puisque tu as été pilote d'avion, il y a certains pays en Afrique ou en Asie où les vaccins sont également obligatoires. Mais bien sûr, moi, je l'ai fait, mais pour des maladies qui ont des taux de mortalité de 50 à 70%, pas pour une maladie qui a un taux de mortalité de 0,15 à 0,20. Le problème, c'est pas seulement le taux de mortalité. Le problème, c'est le risque de contagion et les conséquences sociales et économiques. À quel moment dans l'histoire de la France on a eu une maladie qui a bloqué le pays pendant des mois? La variole, la peste, la variole, la peste. Oui, mais enfin, c'était pas terrible. Dans la période Juste une précision. Alors, Jean-Claude, et puis on arrête là-dessus. Oh là. Aussi lourd sur le plan économique et social, c'est normal que face à ça, on prenne des mesures un peu exceptionnelles. Et la vaccination de masse, telle qu'on l'a pratiquée depuis quelques mois, c'est effectivement quelque chose qui est hors norme et qui répond aussi à une pandémie hors norme, parce qu'en plus elle est mondiale cette pandémie. Donc on peut même pas se contenter de se dire que on va régler le problème chez nous. Il faut aussi que les gens se vaccinent dans les autres pays, etc., Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, puis on va changer de sujet tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On va un petit peu changer de sujet. Alors Jean-Claude, du coup, vous n'avez toujours pas eu le temps de faire votre coup de gueule, mais qui fait partie des sujets qu'on aurait pu évoquer. Alors Jean-Claude, bonjour. Oui, mon agacement, vous pouvez appeler ça un coup de gueule, c'est le fait que le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, risque d'être mis en examen par la Cour de justice de la République. Alors, je reste fidèle à ma ligne. Le garde des Sceaux bénéficie d'une présomption d'innocence comme n'importe quelle personne qui est convoquée en justice. Et tant qu'une décision n'est pas prise, il n'y a pas à glosser, nous ne connaissons pas le fond du dossier. Moi, ce qui me gêne, c'est la conséquence politique de cette possible mise en examen et en tout état de cause de perquisition à la chancellerie au moment où nous avons besoin de donner à nos concitoyens toute confiance dans le système judiciaire. Je trouve que c'est un très mauvais message que nos concitoyens, que les justiciables à qui nous faisons la leçon à longueur de journée. On parle de respect de la loi, on parle de respect des valeurs, on parle de respect de principes. Je trouve que c'est un très mauvais message que le garde des Sceaux lui-même se retrouve dans cette situation. Donc là encore, je ne tire pas de conséquences juridiques, mais pour moi, politiquement, psychologiquement, c'est véritablement un mauvais message. Ça porte en quelque sorte atteinte à la crédibilité de l'institution et ça va dans le sens de ce que nous avons dit. Oui, le fait que le garde des Sceaux soit poursuivi pour une possible mise en examen pour prise illégale d'intérêt, c'est un mauvais message et ceci, quel que soit le fond du dossier sur lequel nous n'intervenons évidemment pas puisque nous n'avons pas les éléments. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais entièrement d'accord avec ça. Mais enfin, non, on s'est jeté sur le garde des Sceaux à un moment où on a besoin d'avoir confiance dans notre justice. Je trouve que les moyens sont disproportionnés. Même au ministère, il paraît qu'ils sont arrivés armés. Enfin, c'est n'importe quoi cette façon de vouloir en particulier attaquer ceux qui ont le pouvoir. Quel que soit, et je n'interviens pas et je ne mets pas de jugement. Non, justement, c'est pas quel que soit. Enfin, c'est pas parce que vous êtes ministre. Encore une fois, là, sans me prononcer justement. Non, mais on en fait plus pour les ministres. C'est pas parce que vous êtes pour le justifiable. C'est pas parce que vous êtes ministre que vous devez échapper à la loi. Non, mais c'est pas pour ça qu'elle doit être plus sévère avec vous. Moi, Sophie, moi, je ne rentre pas dans le fond du dossier, dans le fond du dossier. Et je dis bien, je ne rentre pas dans le fond du dossier. Est-ce que les mesures sont disproportionnées? Est-ce qu'elles ne sont pas disproportionnées? Je pense que pour moi, il y a un sujet la responsabilité, c'est celle du président. Pour être très clair, je suis désolé que le choix même se soit porté sur Dupond-Moretti parce qu'en fait,
on est dans une situation où c'était inévitable. Vous savez, c'est un peu comme si vous preniez un responsable de la CGT comme ministre du Travail ou ministre des Finances. Il est évident qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver, c'est le choc des idées. Ça n'est pas Dupond-Moretti dans ses idées. Il a le droit, et je respecte le confrère qu'il est dans la défense des intérêts qu'il assurait et la ligne politique qu'il avait. Simplement, le choix du président s'est porté sur une personnalité qui était véritablement je remets en cause tout le système, et cela, on arrive à une impasse qui porte atteinte à la crédibilité de l'institution. Et puis, vous savez, quand vous allez dans les salles d'audience et que vous devez faire la leçon justement à un jeune qui va mal se comporter, qui va avoir une incivilité ou qui va commettre une petite infraction, vous avez malheureusement ce type d'événement qui pollue le message. Comment oui, mais vous ne pouvez pas. Alors, on va donner la parole à Patrick Mignon et Alexis Bachelet, mais on ne peut pas généraliser. Vous ne pouvez pas dire on ne doit pas s'attaquer au ministre de la Justice. Ah non, au contraire, j'ai bien dit, je regrette, parce qu'il était inévitable, je regrette que le choix se soit porté sur... C'était inévitable, compte tenu des combats de Dupond-Moretti, il est évident que... ce type de choses pouvait intervenir. Alexis, il faudrait qu'il démissionne immédiatement, effectivement. Dans ces cas-là, on ne peut pas traîner ça indéfiniment. Alexis. Et moi, je pense qu'il faut qu'il démissionne tout de suite, alors. Alexis Bachelet. Moi, je suis toujours assez prudent sur ces sujets parce que je trouve que on est passé en quelques années d'une présomption d'innocence à une présomption de culpabilité, et c'est accéléré et renforcé dès qu'il s'agit d'une personnalité médiatique ou politique. Donc voilà, moi je comprends parfaitement. Il y a ce qu'on avait appelé la jurisprudence Balladur. Quand un ministre est mis en examen, il doit démissionner parce qu'on ne peut pas avoir des hautes fonctions dans l'État et avoir en même temps à répondre devant les juges d'une enquête parce qu'il y a toujours des soupçons d'influence ou d'interventionnisme. Bon, si vous êtes ministre, vous côtoyez au Conseil des ministres le garde des Sceaux. Donc c'est sûr qu'on peut toujours imaginer des interventions, etc. Donc, mais là maintenant on va au-delà, quoi. C'est-à-dire qu'on n'attend même plus. Je veux dire quand même, on est sur une pente un peu glissante. On n'attend même plus que les gens soient mis en examen. Donc maintenant il suffit qu'il y ait une enquête. Donc, une enquête par définition, elle doit rassembler des preuves matérielles qui ensuite, s'il y a, je dirais, suspicion forte d'incrimination, d'infraction commise, vous êtes mis en examen par un juge, etc., etc. Mais là, maintenant, on a tiré le filet. C'est-à-dire que maintenant, il suffit qu'il y ait une enquête, et puis tout de suite, et quel que soit d'ailleurs votre niveau dans la société, mais plus vous êtes exposé médiatiquement et politiquement, plus ça va vite, et plus les médias et les réseaux sociaux ont accéléré tout ça. Et donc maintenant, on va demander la démission dès qu'il y aura quelque chose, quoi, le début de quelque chose. Moi je vous dis, d'un point de vue de l'état de droit, ça me questionne. C'est qu'on n'est plus tout à fait dans l'état de droit tel qu'on l'a connu. Alors peut-être que c'est la société maintenant de la défiance, de la suspicion permanente, des réseaux sociaux, de la tyrannie des réseaux sociaux. C'est peut-être là-dessus qu'il faut vivre maintenant. Mais moi, ça me questionne. Alexis, j'ai bien dit qu'il y avait une présomption d'innocence qui bénéficie à M. Dupond-Moretti comme à n'importe quel citoyen. Pour autant, il aurait été... Attendez. Non, mais l'exemplarité. Mais pour autant, il aurait été ministre de la Ville, mon raisonnement aurait été différent. On parle du garde des Sceaux. C'est là où ça crée une gêne. Ça crée une gêne. Ne me dites pas que ça n'est pas gênant d'avoir le garde des Sceaux, ne serait-ce qu'impliqué dans ce dossier, ou alors ça a été très mal géré, y compris par le gouvernement. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion d'entendre un certain nombre de personnalités, je ne dirai pas qui, mais il y a une personnalité, une femme, à qui je disais à l'élection de M. Macron, est-ce que vous serez appelé comme ministre ou comme Premier ministre? Et cette dame, cette personne m'a dit, vous savez, non, parce que je serais obligé de me déporter sur trop de dossiers, ça créerait en permanence une ambiguïté. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger, il n'est pas interdit de dire qu'en politique,
il faut s'interroger, il faut poser le problème, quitte à crever l'abcès dès le départ. Je ne suis pas à la place du président et du Premier ministre qui l'ont nommé. Mais Dupond-Moretti, mon confrère, n'était pas un inconnu sur ces sujets. Donc c'était un sujet anticipable. Comment a-t-il été géré? Ou alors c'est là où il faudrait que le Premier ministre intervienne tout de suite en disant nous avons géré de telle manière, on a pris telle décision et je suis derrière mon garde des Sceaux. Et là, ça va donner l'ambiguïté. Mais le laisser tout seul comme cela, désolé, ça crée l'ambiguïté quand au quotidien, vous devez faire la leçon. Vous devez faire la leçon à des jeunes qui chapardent. Vous leur dites, attends, mais regarde le ministre qui fait. Ils connaissent pas ces histoires de présomption d'innocence. Mais oui, bien sûr. Les grands sont intouchables et nous, on nous fait la leçon. Patrick Mignon. Oui, je suis d'accord en partie avec Alexis Bachelet sur ce sujet, c'est-à-dire que je considère que l'éthique de la profession publique, et notamment de ministres et des hautes fonctions, nécessite que quelqu'un qui est mis en examen, pour commencer, se mette de côté, ne serait-ce que pour assurer sa défense en toute liberté par rapport aux fonctions qu'il exerce. Ça, c'est de base. Et ensuite, nous proposons en plus que quelqu'un qui est définitivement condamné en ayant épuisé les voies de recours ne puisse plus avoir accès à des fonctions publiques. Ça, c'est pour la suite. Bien évidemment, Jean-Claude Beaujour, le garde des Sceaux, comme toute personne bénéficie de la présomption d'innocence. Ça, c'est bien évident. S'agissant du garde des Sceaux, c'est assez particulier parce qu'il y a un gros problème. Vous me ferez pas croire. Le principe d'une perquisition, c'est qu'elle est surprise, en règle générale, pour que la personne chez qui on perquisitionne ne puisse pas mettre à l'écart des documents que l'on cherche ou des objets que l'on cherche à récupérer. Vous ne me ferez pas croire que la perquisition qui a intervenue place Vendôme n'avait pas été annoncée à monsieur Dupond-Moretti par quelque manière que ce soit discrète ou autre. Je pense que c'est compliqué. Vous avez des gens qui jouent une carrière, qui sont dedans, qui travaillent dans le ministère, donc ça devient très compliqué. Donc la perquisition, c'est la police, hein. La perquisition, c'est la police. Ah non, c'est avec des juges également. Il y avait des juges, mais il y a des juges, ceux qui la demandent. Parce que le dossier, il est suivi par la justice. C'est pas la police qui décide d'elle-même de faire cette perquisition. Il y a quand même un procureur ou deux. Il y a un juge. Il y a un juge. Donc, voilà, moi, je maintiens que s'agissant du garde des Sceaux, c'est vraiment très particulier et qu'il devrait peut-être essayer, comme ça a été suggéré, de se mettre sous l'autorité du Premier ministre qui clarifie la procédure et qui clarifie ce qui va se passer très rapidement. Effectivement, on a besoin de transparence à ce niveau-là. Le mal est fait, hein. Le mal est fait, c'est dramatique. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne puisse pas être soupçonné de bénéficier. Mais voilà, la femme de César ne doit pas être soupçonnée. C'est pas possible, ils ont nommé quelqu'un qui était soupçonnable, c'est une erreur. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio, peut-être parler du bac pour finir l'émission. À tout de suite. Alors que les résultats du bac sont attendus aujourd'hui, le suspense n'est pas très intense puisque pour la première fois, pour cette première édition du bac Blanquer, le contrôle continu représente 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique. Il y a pas mal d'examens sur table qui ont été annulés. Seuls ont été maintenus l'écrit de la philosophie et le grand oral qui représente 18% de la note finale. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu en colère et j'ai partagé la colère des enseignants qui se sont retrouvés avec des copies où il y avait une introduction, où il y avait quelques phrases, parce que la note du contrôle continu comptait plus que celle de l'examen. Donc bon, après on peut décider de réformer le bac, sauf que ça pose quand même pas mal de questions. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut carrément supprimer les épreuves? Si le contrôle continu compte pour autant, à quoi servent des épreuves Qui coûtent cher en plus, parce que les épreuves coûtent une fortune. Au fond, on a transformé le bac en certificat de fin d'études. Bon, il faut acter ça. On a essayé de mettre des mentions pour faire des niveaux. Alors maintenant, quand on n'a pas de mention, c'est comme si on n'avait pas eu le bac. Les mentions très bien d'aujourd'hui sont le passable d'avant-hier. Donc voilà, c'est un certificat de fin d'études. Donc oui, mais ce qui est très embêtant, c'est que la première année de fac devient la véritable sélection. Et donc les jeunes perdent beaucoup de temps. Ils arrivent déjà plus âgés au bac. Et là, ils arrivent en fin de première année, ayant raté cette fin de première année, complètement démunis, sans formation, à 20 ans. C'est juste pas possible. Oui. Alors, Alexis. Vous demandiez... Alors oui, pardon, Patrick Mignon. Non, pas de souci. Moi, vous demandiez si le bac était mort. Moi, je considère que oui. De base, c'est pas un concours.
faut bien faire la différence. Oui. Toutes les études primaires, secondaires sont sanctionnées par des examens de niveau et non pas un concours qui trie. Mais pour autant, ça devait être un examen sélectif, et d'autant plus sélectif que ça clôture les études secondaires. On a oublié le sélectif. C'est-à-dire qu'avec 83, 95, 91% de réussite, il n'y a plus de sélectif. Donc, comme vient de le dire Sophie de Menton, il faut forcément une sélection ailleurs. Les concours d'entrée dans les grandes écoles, les concours ou le dossier pour rentrer dans les classes préparatoires, la première année de fac, que ce soit médecine, droit ou autre, peu importe. Donc oui. Mais c'est un peu pareil avec le brevet, si vous regardez. Donc, comme je vous rappelle quand même, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude Brigelli qui a écrit la fabrique du crétin, qui est un prof intéressant, et il affirme que le bac est mort parce qu'on ne veut pas se donner la peine de conserver son caractère sélectif. Si on conservait ce caractère sélectif au bac, peut-être que avant d'arriver au niveau du bac général ou du bac techno, les jeunes seraient obligés de faire des choix de leur vie, de savoir s'ils ont les capacités d'y aller jusqu'au bout ou s'ils doivent s'orienter vers une filière professionnelle, l'artisanat ou autre chose. On se plaint de pas avoir d'artisans et de choses comme ça. Donc, et puis le brevet, on a transposé, ça va se poser aussi pour le brevet. On devrait, la fin des études primaires et puis le brevet, c'est lire, écrire, compter. Aujourd'hui, on le brevet des jeunes qui ne savent ni lire correctement, écrire avec une faute d'orthographe tous les 3 mots et compter parfois mal. Donc, il faut à un moment dire les choses. Ces examens ne sont pas des concours, mais ils doivent être sélectifs. Voilà. Exactement. C'est vrai que cette année, c'était particulier à cause du Covid. Oui, je parle pas de cette année. La suppression des épreuves communes au profit d'un contrôle continu représentera 40% de la note. Mais c'est vrai que certains s'interrogent sur le côté égalitaire d'un examen. Aujourd'hui, si vous sortez d'Henri IV, avec un bac mention, vous serez certainement plus favorisé que si vous sortez d'un lycée moins coté. Donc il y a un aspect quand même très inégalitaire. Alexis Bachelet. Favoriser pourquoi ? Favoriser pourquoi ? Parce que vous savez que... des mentions, oui, mais bon. Alors c'est vrai qu'il y a des écoles qui demandent une mention. C'est une autre façon de bien que si vous savez très bien qu'en fonction des lycées, le niveau n'est pas le même. Bien sûr, c'est vrai, oui. Jean-Claude, il faut arrêter sur l'égalitarisme. Bien sûr qu'il y a des meilleurs lycées, il y a des meilleures écoles, il y a des meilleurs élèves et il y a des meilleurs profs. Et puis ça suffit de vouloir rabaisser pour que tout le monde soit au même niveau. Parce que c'est un vrai problème. C'est pas rabaisser. C'est pas rabaisser. C'est que si vous passez. Le bac est de moins en moins difficile pour que tout le monde puisse l'avoir. Oui. Jean-Claude. Je ne suis pas enseignant, mais j'ai 2 observations à faire là-dessus. Tout d'abord, quand je compare, et ça peut être mon apport sur cette discussion, quand je compare le niveau des jeunes de 18 ans bacheliers ou candidats bacheliers dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, le niveau n'est pas meilleur. Donc, globalement, nous n'avons pas, nous disons beaucoup que les enfants, le niveau baisse, etc. de manière générale. Je pense que le niveau baisse sur un certain nombre de sujets, je vais y venir, mais en revanche, globalement, le niveau n'est pas moindre qu'un jeune Américain de 18 ans. Et effectivement, aux États... Attendez, on parle pas de PISA. Là, à 18 ans, le niveau général, je dis bien général, n'est pas plus bas. Et effectivement, par exemple, aux États-Unis, c'est essentiellement dans les 2-3 premières années d'université qu'il y a le fameux filtre et la fameuse sélection. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de matières et que le déficit du système français, c'est que sur les matières fondamentales, on a raboté, vous l'avez dit, français, grammaire, mathématiques, et le besoin de mathématiques est fort, on a raboté, alors que dans le même temps, prenez l'emploi du temps d'un enfant, d'un gamin de 16-17 ans, c'est 30 à 40 heures de cours par semaine, au moins 30 ou 35 heures par semaine. C'est énorme de présentiel, parce qu'on leur a mis 2-3 langues, on leur a mis de l'informatique, on leur a mis des tas de choses. Donc globalement, le programme est complet. Je pense, pour en terminer, que le bac, c'est fini. Le bac correspond, et dans quelques années, vous savez que lorsqu'on avait de très très vieux oncles et qu'on était tout petits, ils nous parlaient du certificat d'études. Eh bien, on parlera, nos petits-enfants, quand ils parleront du bac, eh bien, ça sera quelque chose de tellement passé. Je pense qu'il faut l'acter. Il faut acter, il faut 2, effectivement, mettre de la sélection
et peut-être travailler l'orientation des jeunes. Parce que moi, ce qui me pose problème, c'est l'orientation. Trop de gens vont, par exemple, faire des matières, vont vers des filières qui sont sans débouché professionnel. Vous savez, moi je suis honnête, quand vous avez des milliers de jeunes qui font de la psychologie ou de la sociologie, vous savez très bien que l'évolution est limitée. Donc c'est une perte de temps, alors que dans le même temps, il va manquer des infirmières, il va manquer des médecins, il va manquer de boulangers, etc., etc. Donc là-dessus, il y a un vrai travail à faire d'information, de préparation, en corrélation entre la formation, les enseignants et le monde du travail. Je suis désolé pour bon nombre de mes amis enseignants, l'école a pour but de donner du savoir, mais a pour but également de préparer un avenir professionnel. Alors Alexis Bachelet. J'étais d'accord avec presque tout ce qui vient d'être dit, si ce n'est la fin, parce que je pense que ça c'est un éternel débat du rôle de l'éducation nationale. L'éducation nationale, elle est là aussi pour former des citoyens. Il y a un savoir, etc. Et non, c'est pas incompatible avec le fait de préparer un engagement dans la vie professionnelle. Mais c'est vrai qu'à 18, 19 ans, mais ça renvoie aussi à la question de l'orientation. Hein. Il y a des jeunes qui devraient peut-être préparer de manière plus, je dirais, efficace leur entrée dans la vie professionnelle parce qu'ils n'ont pas d'aptitude pour faire des études longues. Et c'est vrai que la tendance, avec le fait d'avoir effectivement rendu le bac plus accessible, c'est d'inciter tout le monde à faire des études longues. Et c'est vrai que ça ne marche pas forcément très bien. On voit bien l'état des universités. La sélection, du coup, se fait après, quoi. Alexis, moi je pense aux parents qui se saignent, je pense aux parents qui sont en région, parce que nous sommes quelques-uns à être dans de grandes villes, c'est facile pour un gamin d'aller faire des études, etc. Pour les gamins qui se saignent, qui doivent payer, qui doivent financer 3 ans, 4 ans de suite et avoir un enfant qui vous dit je suis au chômage et que je vais finalement faire quelque chose qui ne nécessitait pas une telle formation, que ça a été du temps perdu, moi ça me fait mal pour ces parents parce que c'est économiquement, c'est dramatique. Oui. Non, mais la question, je voudrais qu'on revienne à la question du bac. Est-ce qu'il faut le réformer? Est-ce qu'il faut changer ce contrôle? Est-ce que la formule voulue par Jean-Michel Blanquer est la meilleure aujourd'hui? Ça va être, à mon avis, extrêmement difficile parce que si on a oublié ce que je disais au tout début de mon intervention, que ça devait être à l'origine un examen sélectif, pourquoi est-ce qu'on l'a rendu moins sélectif? C'est par faiblesse. Et on l'a fait par faiblesse parce qu'on ne sait pas gérer à la fois l'embouteillement, le manque de place dans ces structures et le fait que dire non à un élève ou lui dire non, vous n'avez pas le niveau, soit vous redoublez, soit vous changez, c'est effectivement compliqué, parfois dramatique, parfois traumatisant, et ça, j'en disconviens pas. Mais c'est aussi parce que ça se fait pas sur une seule année, ça se fait sur un ensemble d'une scolarité, que ça permet de décaler en avant ce que vient de dire Jean-Claude Beaujour et Alexis Bachelet, c'est-à-dire cette orientation qui doit se faire dès le départ, dès qu'on constate les compétences ou le manque de compétences ou d'appétence pour tel ou tel sujet qui est proposé à l'école. Alors, on a un socle commun qui est lire, écrire, compter, compréhension générale, très bien, école primaire et peut-être le début du collège, mais même déjà dès le brevet des collèges, il y en a qui ne devraient peut-être pas l'avoir et être orientés à ce moment-là vers des filières professionnelles dans lesquelles, si ça se trouve, ils excelleraient, ils auraient tout le travail qui est nécessaire et qu'on n'arrive pas à combler. Donc, mais simplement, si derrière, on n'a pas le courage de faire ces examens sélectifs avec le risque de la tristesse et de la déception de l'échec, on ne pourra pas le remettre en cause. On va simplement le gommer et le remplacer par quelque chose qui résoudra pas le problème. Oui. Je me souviens avoir eu un professeur qui s'appelait Jacques Lang, et qui est aussi celui, je l'avais comme professeur de droit en doctorat, et c'est aussi celui qui avait dit 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. C'était Chevènement, ça, c'était Chevènement. Il me semble, c'était Chevènement. Mais Lang était dans la continuité. Lang était aussi dans le pipe. Moi, ce que je note, c'est que probablement, il faudrait, parce que je comprends, on a dit, est-ce qu'il faut qu'un enfant sache lire, écrire, compter, raisonner au brevet, mais en réalité, c'est qu'il faudrait simplement peut-être se dire, il faut faire un choix de matière pour pouvoir
prendre le temps d'acquérir les fondamentaux. Parce que là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on peut être dans la formation professionnelle par la suite, en sachant bien compter, bien écrire, bien raisonner, et que c'est un fondamental, quelle que soit l'activité que l'on aura par la suite. C'est là l'engagement citoyen. Moi, je ne veux pas d'un boulanger, je ne veux pas qu'on fasse un système où le boulanger ne saurait pas lire, compter, écrire. Ça serait antidémocratique. Et c'est ça aussi l'égalité, l'ascenseur social, c'est de permettre que les gens évoluent tout au long de leur carrière. Donc c'est là où il faut qu'on se repose des questions. Est-ce qu'on est obligé d'avoir 4 langues vivantes? Est-ce qu'on est obligé d'apprendre X matières? Et puis d'accentuer aussi l'apprentissage dans le primaire, dans le primaire. Merci à tous les 4.